J'appelle sur scène notre deuxième témoin, Alexis Corbière. Je vais vous demander en quelques mots, très brièvement, car l'heure tourne, de vous présenter. Je suis enseignant depuis 1995, professeur en lycée professionnel, professeur d'histoire. Je suis un faux témoin, mais un vrai acteur engagé, militant, et aujourd'hui engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, dont je suis le porte-parole, candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle qui vient. Merci de le préciser. Maître Keller, témoin est à vous. Bonjour, Alexis Corbière. Bienvenue à ce tribunal pour les générations futures. Je vais rebondir sur votre présentation. Vous dites que vous êtes prof d'histoire. Faisons un peu d'histoire. On sait que le parti de gauche et vous-même êtes férus de Révolution française, férus de personnages centraux de la Révolution, comme Robespierre, dont vous avez d'ailleurs, lorsque vous étiez élu au Conseil de Paris, réclamé qu'il y ait une rue qui porte son nom, et en vain jusqu'à aujourd'hui. La Révolution française, on l'a vu dans le petit film tout à l'heure, marque le début du clivage gauche-droite en France, puis dans le monde. Mais à un moment donné, les anciens monarchistes, notamment derrière Adolphe Thiers en 1872, se sont ralliés à la République. Disons que les monarchistes ont perdu le combat historique et ont fini par dire, vous connaissez cette phrase, la République sera conservatrice ou ne sera pas. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement la fin du clivage gauche-droite remonte à cette date, au moment où la Troisième République s'est imposée en France, où finalement la droite s'est dit bah, on a perdu, et où finalement la gauche a gagné la bataille historique? Non, je ne crois pas, mais c'est intéressant la façon dont vous le prenez, Monsieur le Président. Premièrement, pourquoi défendre des figures de la Révolution? Parce que je pense que quand on fait de la politique, il faut mener des batailles culturelles. C'est important. Il n'y a pas de victoire politique qui n'est pas précédée de victoire culturelle. Et à l'inverse, les défaites politiques sont toujours d'abord précédées de défaites culturelles. Et on est dans un moment où certaines valeurs qui ont été partagées par tous, aujourd'hui, sont sur le recul. Non pas en fonction comme ça de l'ère du temps, mais d'offensives idéologiques, d'appareils idéologiques. Vous citez le fait que j'ai mené des batailles notamment pour qu'une des principales figures, me semble-t-il, de la Révolution française, Maximilien Robespierre, ne soit pas ramené à cette caricature aujourd'hui, tel que c'est le cas. Alors qu'il y a un square Barès. Exactement, il y a même une rue Thiers à Paris. Donc celui qui a fait massacrer la commune de Paris, 40 000 personnes fusillées, notamment au cimetière Père-Lachaise, en quelques jours, a droit à une rue à Paris. Monsieur le maire de Paris, d'ailleurs, ne le savait même pas, parce que je lui l'avais dit, il m'a dit que c'était faux. C'est une petite rue, mais il n'y a pas de rue Robespierre. Et d'ailleurs, à la Libération, en 1945, ceux qui avaient libéré Paris des nazis avaient jugé utile qu'il y ait une place Robespierre. C'est la place du marché Saint-Honoré, ça leur semblait juste. Ça a été un vote unanime de ceux qui étaient les grandes figures de la résistance et qui permettait qu'il y ait désormais cette place, et elle a été débaptisée lorsque la droite a repris la majorité en 1951. Tout ça pour dire que même une figure, on peut juger ce débat secondaire, a toujours été l'objet, les batailles politiques, les batailles culturelles sont toujours un enjeu politique. Et moi, je considère que, attention, aujourd'hui, quand je regarde la télévision, les principales émissions historiques, je pense notamment à celles, et elles sont de qualité au demeurant, que fait des gens, celle de M. Stéphane Bern, des gens comme Franck Ferrand, et d'autres, j'avais un peu croisé le fer avec Laurent Deutsch, bien sûr. Laurent Deutsch, aujourd'hui, ces grands outils comme ça qui émettent notre histoire de France ont tendance à considérer que la grandeur de notre pays n'était qu'au temps où il y avait des têtes couronnées qui dirigeaient le pays, en quelque sorte, il y aurait une harmonie brisée en raison de la grande rupture que représente la Révolution française. Alors, c'est une façon de vous répondre. Moi, j'ai apprécié dans votre petit film tout à l'heure, le point de départ de cette affaire, c'est la question de la souveraineté. C'est qui dirige? Est-ce qu'un homme, au nom du fait qu'il est roi, il a le droit, lui, à entraver la pleine souveraineté du peuple? Et c'est le débat qui est aujourd'hui brûlant d'actualité. Est-ce que la pleine exercice de la souveraineté populaire, de la majorité, a le droit de s'exercer, ou est-ce qu'il existe des forces supérieures, celles notamment, en raison, on nous le dit, des règles économiques que l'on ne pourrait pas remettre en cause? Certes, ce que vous dites est sympathique, mais on ne peut pas. Et finalement, la souveraineté populaire, la volonté générale, doit être étouffée par ces nouveaux monarques. Donc, le débat, et c'est ce qu'on essaie de mettre au cœur de cette élection présidentielle, il faut restaurer la pleine souveraineté. Et ce qui est au cœur, la revendication numéro 1 que porte Jean-Luc Mélenchon, c'est celle, si nous étions élus, de mettre un terme à ce que nous appelons cette monarchie élective qu'est la Ve République. Il faut une assemblée constituante pour passer en 6e République. Et ça, c'est un débat qui me semble plus intéressant que, on va en parler peut-être, Monsieur le Président, de se battre sur des mots qui ont perdu beaucoup de signification pour beaucoup d'entre nous. Même si, je tiens à le dire ici, je suis profondément un homme de gauche. Mais je ne crois pas que ce soit un étendard suffisant pour me faire comprendre par beaucoup de gens. Vous évoquez dans la jeunesse, mais pas seulement, vous l'avez dit, il y a des études qui montrent que 33% de nos concitoyens ne se latéralisent plus, ni de droite ni de gauche. Mais si on leur dit
qu'il y a aujourd'hui une nécessité, par exemple, de rompre avec notre système productif, parce que c'est la nature elle-même, notre biosphère qui est remise en cause par ce système productiviste, et en quelque sorte le combat écologique devient un combat qui porte un intérêt général humain. Alors je crois qu'il y a une très grande majorité qui est sensible au fait, notamment pour les générations futures, qu'on arrête un système absurde sur le plan économique qui remet en cause la nature elle-même, et on voit bien après les questions que ça pose. Mais je vous laisse parler, Monsieur le Président. Non, mais donc ça voudrait dire qu'il faudrait achever cette révolution. Tout à fait, mais c'est le sens du débat. Et c'est une façon aussi, la République ne suffit pas à régler le problème, parce qu'il y a déjà eu, moi je suis républicain, mais plusieurs façons de porter ce mot. J'ai évoqué la 5e République. Moi je crois que cette 5e République, elle n'est pas la République jusqu'au bout telle que je le souhaite. Et lorsque vous évoquez sur la 3e République, évidemment, il y a une conception bourgeoise de la République, mais il y a aussi tout un mouvement ouvrier naissant qui va porter notamment le combat pour la République sociale. Et un homme comme Jaurès va réconcilier, si je puis dire, le combat du mouvement ouvrier, qui ne se définissait pas d'ailleurs comme étant de gauche, c'est un vocabulaire qui n'est pas utilisé au 19e siècle par le mouvement ouvrier, et va considérer qu'il faut porter l'aspiration, la force propulsive de la Révolution française jusqu'au bout, et que l'achèvement de la République, c'est la République sociale. On en est encore à cette discussion aujourd'hui, me semble-t-il. On va revenir sur la question des... Non, je crois qu'il ne faut pas trop regarder ce que fait Pourtant, Coco, c'est peut-être le meilleur de la soirée. Oui. Non, c'est pas moi, ça, je crois le reconnaître. Leur tourne, Maître Keller. Ok, leur tourne. Pardon, excusez-moi, Président Mao. Je voudrais revenir un petit peu sur, vous savez, ce nouveau clivage qui serait en train de naître entre le peuple et les élites, entre le système et les antisystèmes. Jean-Luc Mélenchon lui-même a beaucoup œuvré pour la dialectique anti-système, feu sur le quartier général, reprenant ainsi les phrases d'ailleurs de la révolution culturelle chinoise, sortez-les tous, qui a un petit coup de sortez-les sortants. N'y aurait-il pas d'un côté précisément les anti-systèmes incarnés par quelqu'un comme Bernie Sanders, voire Trump aux États-Unis, par les partisans du Brexit en Angleterre, par vous-même en France? On dit aussi, je ne reprendrai pas ces phrases à mon compte, mais vous le savez, et je ne vais pas les passer sous silence, qu'on met souvent la candidature de Jean-Luc Mélenchon et celle du Front National et de Marine Le Pen dans le même sac, du point de vue justement de ce clivage système-antisystème, peuple-élite. Qu'en est-il? Podemos, par exemple en Espagne, valorise les 99% comme Occupy Wall Street. Qu'est-ce que c'est que ces 99%? Où sont passés les ouvriers? Où est passée la conscience de classe? Et y a-t-il réellement un problème entre le peuple et l'oligarchie? Bon, Monsieur le Président, l'exercice est difficile parce que vous évoquez, vous ouvrez beaucoup de sujets. Alors je vais essayer de donner des éléments de réponse. Premièrement, les batailles sémantiques en politique sont importantes. Jamais Jean-Luc Mélenchon n'a parlé du peuple contre une élite. Parce que le peuple est composé aussi de nos élites. Nous parlons de peuple et d'une oligarchie qui n'est pas nécessairement une élite. L'élite, c'est les médecins, les ingénieurs, les poètes, les écrivains, etc. D'accord ? Donc ce serait considéré en quelque sorte que l'élite ne fait pas partie du peuple. Et je considère que la grande majorité de l'élite, ceux qui ont parfois, ceux qui sont les plus inventifs, sont profondément des représentants du peuple. Par contre, il y a une oligarchie qui existe. Donc l'oligarchie, on peut revenir en 2 secondes, le pouvoir de quelques-uns. Voilà, le pouvoir de quelques-uns. Hein, ce qui amène parfois, certains l'expliquent, il faudrait prendre les meilleurs d'entre nous. C'était ce que portait M. Bayrou, et je ne vais pas polémiquer avec d'autres candidats qui sont ici représentés, mais qui me semblent porter un peu la même idée. Il faudrait prendre les meilleurs en quelque sorte, hein, et puis eux devraient... Non. Et aujourd'hui, on a une oligarchie qui capte en plus la souveraineté dont je parlais tout à l'heure, qui empêche son plein exercice. Et donc, il y a une majorité aujourd'hui qui s'agit de faire passer de cette multitude que constitue chacun d'entre nous, de le faire peuple. Mais comment on le fait peuple, comment cette multitude humaine devient peuple? Elle le devient sur la base de la délibération politique et de la recherche d'un intérêt général. Et donc ce que nous cherchons à faire, ça n'est pas de rassembler la gauche, parce que, on va en parler peut-être après, c'est un signifiant qui est assez faible pour beaucoup de gens. Ça veut dire regrouper des organisations politiques qui sont parfois traversées de tellement de contradictions, parce qu'elles sont elles-mêmes porteuses parfois des intérêts de l'oligarchie que j'évoquais. Par contre, nous ne voulons pas nécessairement rassembler la gauche, mais fédérer le peuple, le rassembler sur un intérêt général. Oui, la question écologique, par exemple, peut exprimer aujourd'hui un intérêt général humain. Oui, le partage des richesses aujourd'hui, parce qu'en 2017, l'accaparation des richesses par une minorité devient on ne peut plus choquante. Je lisais hier soir que les 8 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que la moitié des richesses du monde. En France, les 120 personnes les plus riches, depuis le 3 janvier à 18h, le 3 janvier à 18h, 2 jours et 18h, gagnent autant que ce qu'un salarié gagnera sur toute une année. Et cet accroissement des inégalités n'a jamais été aussi fort dans un pays où on a 8,8 millions de pauvres. Donc le problème n'est pas de critiquer, d'observer l'évolution de ce capitalisme, qui n'est plus le même qu'au 19e siècle, qui n'est pas le même au 20e siècle, qui est rentré dans un nouvel âge.
d'un nouvel âge du capitalisme, qui est ce capitalisme financier transnational, qui est difficile d'ailleurs, à partir du moment où il n'y a plus de cas d'expression de la souveraineté, d'être combattu ou du moins d'être régulé. C'est ça les difficultés qui sont les nôtres. Alors face à ça, on a nombre de catégories politiques qui ont perdu du signifiant, je le répète, et face auxquelles, me semble-t-il, il n'y a plus tellement de force entraînante que de considérer uniquement que c'est dans la volonté de défendre un étendard, de défendre sa pureté qu'on y trouverait une efficacité. Moi, je ne dénie à personne le droit de se réclamer de gauche, même si je considère, quand je les écoute, qu'ils ne me semblent pas correspondre à cette étiquette. Mais c'est une bataille qui me semblerait absurde, blessante, y compris pour des gens. J'ai entendu tout à l'heure dans votre petit clip des gens qui se disent de gauche. De quel droit dirais-je, vous n'êtes pas de gauche? Au bout d'un moment, cette bataille de mots est très difficile. D'ailleurs, elle n'est pas que sur la gauche. Être de gauche pour des gens, ça peut signifier être d'accord avec M. Hollande et Valls. Être républicain, ça peut signifier être du parti de Nicolas Sarkozy. Être laïque, ça peut signifier reprendre les idées de Mme Le Pen. Une anecdote là-dessus, c'est pour dire combien les mots aujourd'hui sont devenus compliqués. Je suis enseignant en lycée professionnel et régulièrement, quand je me présente comme laïque, j'explique à mes élèves la laïcité. Les élèves me regardent et disent « Mais monsieur, on croyait que vous étiez de gauche, vous êtes d'accord avec Mme Le Pen ». C'est compliqué. Et on pourrait, comme ça, sur beaucoup de... Donc, les mots ayant perdu de leur signification, nous avons besoin, nous qui sommes des acteurs politiques, de reforger aussi un vocabulaire, une sémantique politique qui fait sens. C'est une difficulté. Et donc, observez que dans la campagne de 2017, Jean-Luc Mélenchon, à la différence d'ailleurs de celle de 2012, nous sommes moins dans une volonté de faire claquer au vent les drapeaux rouges, mais plutôt, à travers notre slogan « La France insoumise », qui aussi utilise des codes couleurs un peu différents, d'essayer de forger un nouvel ensemble politique, et pour que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas là encore de revenir sur une nostalgie, mais de brosser ensemble un futur dans lequel on peut tous se retrouver. Par-delà les clivages. Merci beaucoup. La réponse a été longue, je laisse la parole à Je m'excuse, monsieur le Président, je m'excuse. Pas de problème. J'espère que la justice ne sera pas gênée par... La justice est incarnée par la souveraineté populaire. Maître Hédin a d'autres questions pour vous et vous essaierez de lui répondre plus brièvement. Merci. Il y a quand même un... Le temps de questions sera le même. N'en perdez pas. Non, mais je ne veux pas en perdre. On ne commence pas à réclamer, je veux dire. Ça va. Maître Hédin. Oui. Bon, je ne vous félicite pas quand même. J'avais entendu effectivement à un moment Jean-Luc Mélenchon dire ça n'a plus de sens, la gauche, la droite, Manuel Valls il se réclame de gauche. Donc, mais au fond, c'est pas parce que les autres ont mené une bataille mensongère sur les mots qu'on est obligé, nous, de les déserter. Effectivement, aujourd'hui, la gauche parle de charges patronales au lieu de cotisation. Ils appellent à la flexibilité. C'est pas pour autant qu'il faut nous-mêmes abandonner notre maison depuis plus de 2 siècles, à savoir la gauche. Attendez, premièrement, je ne crois là, pas... il y a un problème interne à la gauche, là. Non, il n'y a pas un problème interne à la gauche. Je ne crois pas que ni M. Mélenchon, ni l'ensemble des gens qui mènent cette campagne ne se dissimulent derrière leur identité politique. La question, c'est est-ce qu'il s'agit uniquement de témoigner et d'évoquer, comme vous le dites, en quelque sorte, de maintenir une fidélité ou d'être en capacité d'être compris par le plus grand nombre. C'est ça l'enjeu. L'objectif que nous fixons aujourd'hui, c'est celui de pouvoir rassembler une majorité. Et je crois que notre pays aujourd'hui, dans un tel moment de turbulence, de doute politique, que nous pouvons être majoritaires. Le problème, c'est si nous exaltons en permanence une nostalgie. Et je fais partie d'une famille politique qui a été longtemps attachée à cette nostalgie. C'est important, l'histoire. Vous évoquez le fait que je suis professeur d'histoire. On est beaucoup à gauche à être des professeurs d'histoire. C'est bien, mais attention à ne pas tomber là-dedans, à ne pas être seulement dans uniquement la transmission d'une mémoire. Même si je considère franchement que j'invite chacun à venir dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, que c'est aussi une transmission d'une mémoire. Mais il faut savoir le faire avec les mots du moment. Et de ce point de vue-là, nous nous inspirons fortement de ce que font nos amis en Espagne. Écoutez Pablo Iglesias, qui à la fois est évidemment un homme de gauche, mais est sensible au fait que le vocabulaire qu'il utilise, la sémantique, les références culturelles, ne crée pas un écran pour que le plus grand nombre nous rejoigne. C'est ça pour mieux me faire comprendre. Je ne veux pas dresser un écran en fonction aussi d'une histoire politique qui pourrait faire obstacle à ce que des gens qui n'ont peut-être pas ces références politiques auraient une difficulté à me rejoindre. Me fais-je comprendre? Vous faites très bien comprendre. Alors, Par exemple, moi je défends la Révolution française plus que le modèle d'octobre de la Révolution russe, qui a été marqué notamment par l'horreur qu'est le stalinisme, parce que je crois que la Révolution française est une grande hégémonie culturelle qui peut rassembler tout ce pays, parce que c'est un acte fondateur de la République. Notre pays est né à ce moment-là, dans ma conception politique du pays. Ça ne veut pas dire que je nie l'histoire précédente, mais c'est à ce moment-là, parce que c'est le moment de sa pleine expression de sa souveraineté et d'un message universel envoyé au monde,
que véritablement nous pouvons encore aujourd'hui, en 2017, nous rassembler. Alors il se trouve qu'à une ou deux occurrences, j'ai pu me disperser ou m'égarer vers un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Donc je vois à peu près ce à quoi correspondent vos idées. Il se trouve qu'elles sont plutôt novatrices. Donc plutôt que de récuser l'héritage, il faut se projeter dans le futur en parlant de nouvelle gauche, de gauche du XXIe siècle, autour de l'écologie, parce qu'il faut quand même rappeler les 2-3 enjeux fondateurs de ce qu'est la gauche. Puisque là, vous avez dit, pour les moins de 30 ans, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais la notion d'égalité, la notion de lutte des classes, de dominant, de dominé, et surtout la notion de préservation écologique, tout ça, c'est de gauche. Aujourd'hui, ça a été un peu le bordel et ça a été un peu... Ils ont fait beaucoup de social washing, mais on pourrait se les réaccaparer. Pourquoi est-ce que vous ne lancez pas, je sais pas, un grand parti de la nouvelle gauche? Parce que, je répète, que s'il s'agit, premièrement, nous avons fondé en 2008 un parti qui s'appelle le Parti de gauche. Et nous avons ensuite fait une alliance politique qui s'appelle le Front de gauche. Mais je crois que parmi les dégâts que je considère responsables du gouvernement actuel, c'est non seulement des dégâts sociaux, écologiques, mais aussi des dégâts culturels, idéologiques. J'insiste sur le fait qu'une bataille politique est une bataille idéologique. Que personne ne soit choqué par ce mot. Il n'y a rien de plus beau que la confrontation des idées. Et cette bataille idéologique et culturelle, elle doit tenir compte du moment dans lequel nous sommes. Et je ne crois pas que ce soit un signifiant fort et rassembleur qu'uniquement d'étendre un étendard en disant « je suis de gauche, je suis la vraie gauche ». Parce que c'est ça ma difficulté. Je ne veux pas croiser le fer avec les amis de M. Macron en disant « vous êtes la fausse gauche, je suis la vraie gauche », y compris avec le Parti socialiste. Parce que c'est un signifiant... Vous croyez toujours dans la lutte des classes quand même. Et bien entendu, il s'agit de remettre du sens aux idées. On est d'accord. Mais je crois qu'il y a des mots qui nécessitent qu'ils soient réexpliqués. Une campagne électorale est un grand moment de pédagogie. Et je considère, parmi les qualités de Jean-Luc Mélenchon, qu'il est un grand pédagogue, un grand instituteur de nos idées. Mais je le dis clairement, un moment politique est un moment où j'invite chacun à écouter les programmes, de tous d'ailleurs, non pas à rester seulement à des images. Le reproche que je fais à la primaire socialiste, c'est qu'elle dure uniquement 3 semaines. Comme ça, elle cherche à prendre les consciences rapidement, subrepticement. Non, il faut du temps long. Et d'ailleurs, appelez-la primaire socialiste et pas primaire de gauche. Je tiens à faire un reproche à ce tribunal. Ça n'est pas la primaire de gauche. Il y a le Parti radical de gauche qui est présent. Certes, mais c'est méprisant pour nombre de formations politiques qui se réclament de gauche. Il y a aujourd'hui dans ce pays 6, 7, 8 et même plus que ça, organisations de gauche. Il n'y en a que 2 qui participent à une primaire. Elles se voient estampiller du tampon. Ce serait la primaire de la gauche. C'est donc une volonté de tout faire revenir dans ce cadre-là et de redonner une centralité à un parti particulier, le PS, qui ne me semble pas la mériter. Alors, juste d'un mot, M. le Président. Dernière question. Avec le président Mao, quand même, vous pouvez faire ça pour la gauche, quand même. Que mille fleurs s'épanouissent. Un autre clivage. Dans quelques instants, va vous succéder à la barre quelqu'un qui se réclame du progressisme. Mais en réalité, le vrai parti progressiste en 2017, c'est la France insoumise. Le progressisme aujourd'hui, c'est de mettre des normes écologiques de partout, c'est de baisser le temps de travail. Là encore, mot compliqué. Le progrès, de quoi parlons-nous? Évidemment, je considère qu'il faut donner le goût du futur. Mais là encore, le progrès, tout dépend. Je reviens au mot que je disais tout à l'heure. Où est la souveraineté? Le contrôle aussi du progrès. Parce qu'il y a des progrès. Au nom du mot du progrès et au nom de la modernité, ça peut devenir aussi une terrible machine de guerre contre des acquis sociaux. Il y a des moments où il faut savoir être conservateur, notamment défendre le compte du travail, le conserver, ça me semble être une tâche. Et au nom de la modernité, on peut aussi embobiner les gens. Vous savez, parmi les armes d'adversaire, il y a aussi le parler chafouin. Le parler fourbe, où on vous dit des choses et en vérité on vous dit l'inverse. Au nom de la modernité, de la souplesse, ce qu'on vise à faire, c'est détruire des normes de protection des travailleurs écologiques. Donc vous voyez, les mots sont compliqués. Bien sûr, je suis un homme de progrès, mais je ne crois pas que le mot suffise à être compris. Parce que des gens qui se réclament du progrès bien souvent et nous vendent des choses qui, à l'inverse, sont des éléments de recul sociaux. Voilà, je considère que, pour répondre à votre question, il faut de la confrontation, évidemment. Il n'y a pas de société démocratique sans confrontation. Démocratique évidemment, organisée. Il faut restaurer des clivages qui font sens, mais les mots de droite et de gauche, selon moi, ne suffisent plus seulement à être compris. C'est pourquoi nous employons à utiliser parfois notre vocabulaire, même si, une fois de plus, je crois que nous sommes fidèles au vieux combat de la gauche et au vieux combat de ceux qui, en 1789, ont mis un terme à cette ignoble monarchie. Merci beaucoup. Merci Alexis Corbière. Asseyez-vous sur scène.